Chers internautes, bonjour, bonsoir. J'ai choisi aujourd'hui d'intervenir pour parler de l'intervention d'Alfred Marie-Jeanne au Gros Monde, qui, à notre avis, constitue un véritable problème, puisque ceci rentre dans ce que j'appelle le délire de perversion de la Martinique au niveau intérieur et international. Il faut en parler parce que je suis chroniqueur aussi, critique de la réalité néocoloniale en Martinique, et il y a des choses qu'on ne peut laisser passer. Et donc je rappelle que Alfred Marie-Jeanne, il est intervenu au Gros Monde, toujours dans la même posture, et donc on constate que dans son entourage, il y a des personnes qui écoutent béatement, et on voit très bien qu'ils sont privés de toute velléité de, disons, de penser, parce que effectivement, lorsque on entend les aberrations de ce monsieur, eh bien, l'esprit n'a cesse de rebondir. Mais malheureusement, le fait est que les gens qui participent à ces meetings ou son premier cercle, ce sont en réalité des gens qui ne pensent plus. Et voilà un des aspects de la malfaçon du marijadisme qui oblitère le cerveau humain de ses collaborateurs les plus proches. Donc je crois que d'abord je vais parler des prétentions d'Alfred Marie-Jeanne en rapport avec son voyage à Sainte-Lucie, où il se vante d'avoir été plébiscité par, comment dirais-je, les personnes qui l'ont invité à Sainte-Lucie devant un parterre de responsables politiciens caribéens. Aussi, il a parlé de responsables internationaux, et Alfred Marie-Jeanne se gosse du fait qu'on l'ait présenté comme le président de la Martinique. Donc, cela laisse vraiment à sourire, parce qu'en fait, Alfred Marie-Jeanne est pris dans son propre piège, parce que il est comme un enfant qui convoite une sucette, et lorsqu'on la lui présente, eh bien, il est satisfait. Marie-Jeanne ne se pose pas de problème pour savoir dans quel contexte il se trouve, dans quelle réalité que se trouve notre pays, pour se prétendre être président de la Martinique. En réalité, la Martinique, dans la réalité telle que Marie-Jeanne la présente, eh bien, c'est une fausse Martinique, c'est-à-dire une Martinique qui ne peut avoir de président, puisque cette Martinique, c'est une Martinique colonisée, une Martinique occupée, une Martinique sur le plan économique occupée par
des oligarchies qui contrôlent le foncier, qui ont détruit, comment dirais-je, l'agriculture locale, qui se sont accaparés du patrimoine national et qui ont fait fleurir des multinationales de l'alimentation pour ruiner notre pays. Et donc, ce pays-là n'est pas libéré. Donc, Marie-Jeanne se prétend président d'un pays qui n'est pas libéré, qui est sous occupation, exactement comme le maréchal Pétain prétendait être le président de la France occupée. Et je crois que les gens qui l'écoutent, ils ont perdu le sens du discernement, et je crois que c'est pour cela que ceux qui s'opposent à lui, qui sont dans le même camp, eh bien, on peut dire que ce sont des gens qui ont le mérite d'avoir dans leur cerveau quelques points d'ignition, de discernement, de réflexion, qui ne peuvent accepter l'inacceptable. Parce que Marie-Jeanne est un mauvais dictateur. Parce qu'il y a des bons dictateurs qui orientent leur peuple afin de les empêcher de dévier, mais Alfred Marie-Jeanne est un dictateur qui enfonce le peuple martiniquais dans des maladies illusoires de collaboration pour prétendre qu'ils sont dans un pays dont il est le président. Mais on peut imaginer la réflexion des officiels caribéens qui représentent leur pays indépendant, notamment les réactions indicibles des responsables internationaux qui entendent que le président de Sainte-Lucie présente Alfred Marie-Jeanne comme président de la Martinique. Nous savons que les responsables internationaux connaissent la réalité de la Martinique. Ils savent que la Martinique se trouve parmi les îles des dernières colonies occupées par le colonialisme français sous contrôle de l'impérialisme et des oligarchies. Et donc, en fait, nous disons que dans la logique de ceux qui ont présenté Alfred Marie-Jeanne comme président de la République, ils ont tous tout simplement voulu le ridiculiser sans qu'il ne s'en rende compte. Et véritablement, ce ridicule, il est évidemment perçu par le parterre des chefs d'État, des responsables internationaux qui étaient présents à Sainte-Lucie. Mais Marie-Jeanne, dans son délire qui pervertit la Martinique à l'extérieur et à l'intérieur, il ne s'en rend pas compte. Et dans sa réunion au Gaumont, il est venu effectivement pour entretenir la population martiniquaise dans cet équivoque et dans ce miroir aux alouettes, pour leur faire croire que la Martinique serait un pays indépendant qui aurait un président. Donc, nous sommes obligés en tant que chroniqueurs et observateurs de la scène politique de le faire remarquer que Alfred Marie-Jeanne poursuit son délire et est intervenu au Gaumont pour présenter dans son miroir aux alouettes une Martinique qui serait indépendante, qui aurait un président, et donc il dit même que tellement il est satisfait de comment dirais-je, ce canular de président de la Martinique, il dit que il se vante tout en disant que nous, Martiniquais, nous ne méritons pas ces éloges
Et en plus, il nous dit comme avec satisfaction qu'il était aux côtés d'un écrivain de renom qui a reçu des prix, etc., etc. Donc, on voit que Marie-Jeanne est dans une, comment dirais-je, pathologie infantile sur le plan politique et, comment dirais-je, il est aveugle. Il ne comprend pas la réalité et personne ne peut lui faire comprendre la réalité pour revenir à la raison. Et c'est pour cela que, en fait, ceux qui écoutent sans broncher Alfred Marie-Jeanne, qui sont de son entourage, ils sont aussi complices et coupables de cette réalité parce que la Martinique est un pays à libérer, un pays colonisé, un pays dont le peuple doit se réapproprier de son patrimoine foncier, de tous les éléments qui constituent et qui devraient constituer un État pour qu'il soit souverain et que par conséquent, il nous faut rejeter les délires d'Alfred Marie-Jeanne et c'est pour cela que nous intervenons. Nous n'intervenons pas par bon plaisir. Nous intervenons puisqu'il y a trop, comment dirais-je, d'aberrations qui circulent dans les propos d'Alfred Marie-Jeanne pour que nous laissions notre peuple, c'est-à-dire être victime de cet opium que propage le représentant créole qui confère à la néocolonisation de la Martinique un faux statut pseudo-indépendantiste et qui se dit président. Il y a des gens qui pourraient le croire et c'est pour cela que nous devons faire un travail psychologique d'information pour que les gens comprennent qu'il faut sortir du délire d'Alfred Marie-Jeanne qui pervertit la Martinique au niveau international en ridiculisant notre pays, en ridiculisant nos ancêtres qui attendent le moment que nous puissions nous émanciper et sortir de cette situation. Apparemment, Marie-Jeanne n'a pris aucune initiative de libération nationale pour la Martinique. Il n'a fait que enchaîner la Martinique dans une réalité et nous ne méritons pas effectivement cet homme-là. Il faut le dire, les 400 000 habitants de la Martinique qui aspirent à la souveraineté, c'est une aspiration, même si elle est refoulée, mais un peuple de 400 000 habitants, quoi qu'il en soit, devrait aspirer à la souveraineté. Donc aujourd'hui, en 2018, nous ne méritons pas un homme comme cela parce que Marie-Jeanne se présente comme, dans sa logique pétainiste, comme un fossoyeur de l'évolution de notre pays. Nous allons revenir sur quelques points essentiels sur le plan intérieur. Il persiste et signe qu'il est le seul président, le seul chef de la Martinique. Eh bien, si nous étions dans une réalité autre, eh bien, effectivement, Alfred Marie-Jeanne serait victime d'un coup d'État, puisque dans une autre réalité, quand un pays a devant lui un homme qui conduit ce pays à la catastrophe, eh bien, ipso facto, ses collaborateurs organisent contre lui un coup d'État pour le faire sortir et pour remettre le pays sur les rails, sur le droit chemin. Et donc, pour revenir à ce qu'il disait sur le plan intérieur, il se prétend être en droit d'être un président, comment dirais-je, inamovible. Mais
je pense que c'est ridicule parce que toute personne censée est tenue de redresser Alfred Marie-Jeanne, c'est-à-dire le mettre à l'écart. Et que par conséquent, Marie-Jeanne n'a aucune légitimité souverainiste, autonomiste, indépendantiste, nationaliste, patriotique. C'est tout simplement un interprète comment dirais-je, des stratégies de l'empire, de l'impérialisme français pour réaliser des objectifs qui sont contraires aux intérêts de la Martinique. Et en plus, ce monsieur se vante d'être, comment dirais-je, parvenu à l'objectif souhaité par l'ennemi colonial, c'est de représenter une fausse, comment dirais-je, une fausse responsabilité qui égare l'ensemble des gens qui le suivent en ce qui concerne la ligne programmatique qu'ils devraient suivre pour sortir la Martinique dans ce bourbier. Donc nous savons que Alfred Marie-Jeanne n'a aucune légitimité politique quand on parle de la politique dans le vrai sens du terme. Sur le plan intérieur, il nous dit que après avoir réalisé son œuvre de talibanisme, puisque nous avons dit qu'il détruit tout, il a détruit à Rivière-Pilote le cinéma, il a détruit Mandété, il a écrasé le cinéma Conrad, il a fait mettre à la place une institution mortuaire, et Marie-Jeanne vient à Fort-de-France pour détruire le lycée Schellcher, qui est un symbole. Et j'ai expliqué que à travers ce symbole, il revendique la destruction du lycée Schellcher, alors qu'il n'a ni autorisation, ni permis pour détruire un symbole qui un symbole fondamental de la négritude, puisque c'est là l'impact. Et s'il y a quelque chose, s'il doit y avoir une révolution culturelle dans l'éducation nationale, elle devrait partir de ce point d'ignition là où Aimé Césaire a commencé ses premières plumes de la négritude au niveau du lycée Schellcher. Donc Marie-Jeanne veut détruire le lycée Schellcher en toute illégalité, en s'appuyant sur le vide juridique que représente le système colonial, puisque le système colonial autorise la corruption, comme le système néocolonial. Je veux dire que, pourquoi je dis que le système colonial autorise la corruption? Parce que si le système colonial n'autorisait pas la corruption, eh bien le corpus de politiciens, le corpus politicien néocolonialiste seraient tous en prison dans une société comme celle de la Chine, où on fusille même les corrompus. Et en Martinique, il faut comprendre que, pour expliquer ce que je dis, il faut comprendre la réalité de la Martinique. En Martinique, il y a 400 000 habitants. La plus grande majorité de ces gens sont des travailleurs, des gens qui rendent service à la Martinique, depuis ceux qui réparent les chaussures, qui font le pain, qui réparent les pneus, les taximans, les maçons, etc. Tous les métiers, ce sont des gens louables. Ce sont des gens qui travaillent à la sueur de leur front et qui rendent service à la Martinique. À part ça, il y a en Martinique ceux qui vivent de leur dû, c'est-à-dire les retraités, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pendant leur vie et qui ont droit aux bénéfices de leur retraite. Même si nous sommes indépendants, eh bien, le colonialisme français doit verser les retraites à ces gens-là. Bon. Et ensuite, il y a, comment dirais-je, une clique de personnes qui sont des parasites, hein, parmi les intellectuels et les politiciens. Et nous pouvons enlever un pourcentage de 2%.
Donc ces gens-là, ce sont des parasites pour la Martinique parce que ils ne sont pas des travailleurs comme les chauffeurs routiers, comme les maçons, comme les ouvriers, comme les gens d'administration qui travaillent avec leur intelligence pour gagner leur pain quotidien. Ces gens-là, ce sont des parasites. On veut dire des parasites qui sont sur le dos du peuple martiniquais comme les tiques sont sur le bœuf. Donc, ils sucent le sang de la colonie. Ils vivent comme des têtards, comme des parasites sur la colonie et c'est comme en Haïti. En Haïti, vous avez à peu près 12 millions d'habitants qui travaillent. Ce sont des travailleurs. Les Haïtiens sont des travailleurs dans leur majorité. Et il y a peut-être à peu près sur 12 millions, on peut dire qu'il y a à peu près quelques milliers de parasites qui, pour vivre, ils attendent les subsides de l'ONU, ils attendent les subsides des pays néocolonialistes qui, comment dire, sucent le sang d'Haïti, ils attendent les aides internationales pour vivre. Alors que la majorité des Haïtiens travaillent, et j'explique ça par rapport à la Martinique, parce que les travailleurs travaillent, mais ces parasites, eh bien, ils ont besoin de l'argent des ONG, de l'argent de l'ONU, de l'argent. Et depuis la révolution haïtienne, Haïti n'a pas une conduite d'eau, n'a pas un circuit d'eau. On apporte de l'eau dans les sachets, dans des camions citernes. Et que, en réalité, ces parasites-là sont là, ils sucent le sang d'Haïti et la seule façon de vivre, c'est la corruption. Et en Martinique, c'est pareil. Vous avez un peuple travailleur, des gens qui travaillent pour rendre des services à la Martinique. Même les Rastas font partie du peuple travailleur. Les Rastas font partie du peuple travailleur. Ils rendent des services à la Martinique de par leur production. Ils produisent des parfums, ils produisent de l'encens, ils produisent des objets, ils fabriquent. Donc la Martinique est un peuple travailleur. Mais vous avez quelques centaines de parasites qui ne savent pas travailler. Et la seule façon d'exister, c'est d'attendre que le colonialisme français leur fournisse une paye. Une paye pour quoi faire? Une paye pour tromper la Martinique, pour tromper le peuple martiniquais et insérer de jour en jour la Martinique dans une collaboration pétainiste. Donc, en Chine, ces gens-là, on les met en prison et on les fusille. À Cuba, ils sont obligés de fuir pour aller à Miami, mais en Martinique, ils sont là en train de pestiférer sur la scène politique et Marie-Jeanne, Alfred Marie-Jeanne, et ceux qui l'entourent, le petit groupe qui l'entoure, ceux qui ne sont pas encore des dissidents et qui n'ont pas compris, eh bien, ils sont aussi complices qu'Alfred Marie-Jeanne. Donc, Alfred Marie-Jeanne vient nous parler de son droit dans l'illégalité coloniale de destruction du lycée Schellcher pour sauver Schellcher et enterrer, comment dirais-je, les symboles de la négritude césarienne. Voilà son travail et il se revendique la responsabilité de le faire, bien qu'il n'a ni argent pour le faire, ni budget, c'est-à-dire ni autorisation. Eh bien, il dit que oui, voilà, Monsieur Marie-Sainte ne veut pas prendre cette responsabilité, mais parce que Monsieur Marie-Sainte, peut-être que dans son esprit, il n'a pas les mêmes objectifs qu'Alfred Marie-Jeanne, parce que si c'était dans un État constitué, eh bien, Monsieur Marie-Sainte aurait sommé les troupes de faire un coup d'État contre Alfred Marie-Jeanne pour débarrasser la scène politique de la Martinique d'un tel individu. Mais Monsieur Marie-Sainte, c'est quelqu'un peut-être de patient et d'intelligent, et que on verra ce que l'avenir dira de la réalité. Bon, mais il revendique quelque chose d'illégal, c'est la destruction d'un symbole de la négritude légitime qui écrase justement la mémoire de Schellcher. Il veut
il veut ennoblir la mémoire de Schellcher et enterrer les premières plumes de Césaire, là où se trouve un point d'ignition de la révolution culturelle par rapport à l'éducation nationale. Donc, voilà le premier point sur lequel nous pouvons rebondir sur les propos d'Alfred Marie-Jeanne. Et, comment dirais-je, il y a effectivement par rapport à des stratégies pour empêcher la destruction d'un symbole de Schellcher. Des gens qui, pour ridiculiser Alfred Marie-Jeanne, disent qu'ils vont porter du préfabriqué de l'extérieur, etc. C'est pour faire passer le temps, puisque Marie-Jeanne, il se conduit lui-même avec un bandeau sur les yeux dans le précipice de la déchéance. Donc, il faut faire passer le temps. Mais Marie-Jeanne interprète ça comme le ridicule de son exposition internationale comme président, comme un élément, et il dit que oui, voilà, il y a assez, il va chercher les moyens de financement pour que les, comment dirais-je, les travailleurs martiniquais qui sont dans le BTP, les camionneurs, puissent profiter de cette situation. Mais ce sont des éléments qui concordent avec la stratégie de pompiers, comment dirais-je, électoralistes, collaborationnistes d'Alfred Marie-Jeanne. Parce que d'un côté, il sait que tout ce qu'il fait, c'est pour tromper les Martiniquais lors des prochaines élections. Mais c'est la même stratégie qu'il utilise lorsqu'il vise ses collaborateurs qui se sont exclus eux-mêmes. Parce que, pourquoi il insiste sur l'accord de Redd? C'est parce que il se dit que s'il continue à, comment dirais-je, à marteler sur l'enclume son attitude, comment dirais-je, pathologique, excessive, talibane par rapport à cette réalité où il devait s'expliquer dans le cadre de parti, ça va focaliser une tension de rancœur dans le cœur des Martiniquais qui sont censés, comment dirais-je, le mettre au placard aux prochaines élections. Donc, il mène une politique de tension, c'est-à-dire qu'il fait un appel du pied aux camionneurs, il fait un appel du pied aux gens du BTP pour son œuvre de destruction de l'œuvre de la négritude à travers les symboles. Mais en même temps, dans son programme, on voyait tout de suite qu'il a commencé à marteler sur ses opposants. Il se met sur la corde raide pour faire comprendre que, bon, voilà, que c'est un extrémiste, que c'est quelqu'un intransigeant. C'est pour essayer de focaliser, c'est-à-dire d'accroître, d'accentuer la tension, la tourmente, parce qu'il pense ainsi pouvoir emporter les élections, puisqu'il se dit que il a vu que ces gens peuvent avoir un avenir politique autre que lui, parce que ces gens demain peuvent déclarer des choses à l'Assemblée nationale qui vont, comment dirais-je, créer vraiment comme Ho Chi Minh, par exemple. Bon, mais en fait, comme il est un gardien de la néocolonisation, il veut, alors qu'il devrait tourner la page, passer le relais, il est entré dans une stratégie de confrontation tout azimut avec les gens qui réfléchissent. Et puis, il y a des larbins aussi. Il faut savoir que il y a des larbins qui vivent de la logique parasitaire, parce qu'il y a des gens qui profitent des subsides de la collaboration, comme autour de Pétain, il y avait des gangsters, il y avait toutes sortes de gens qui vivaient de la collaboration, qui assassinaient des gens, qui faisaient n'importe quoi pour la Gestapo. C'était un moyen de vivre. Mais derrière Alfred Marie-Jeanne et sa stratégie, il y a des gens qui vivent de ça, et que par conséquent, Alfred Marie-Jeanne veut
accentuer la tension, c'est-à-dire renforcer le toxin parce qu'il pense que c'est par ces moyens psychologiques de paranoïa politique et qu'il parviendra à l'emporter aux prochaines élections, alors qu'on sait bien qu'il va au bord du précipice et que par conséquent, il dit lui-même que sur sa liste, il fera une liste exclusive. Bon. Et on remarque que si, par exemple, je dis, si nous étions dans un pays indépendant, où il y a quelqu'un qui tient le micro, qui tient le crachoir devant des militaires, devant les policiers d'une nation indépendante et qui a le culot de les traiter des traites, eh bien, le lendemain, il y a un coup d'État, c'est terminé. Il se trouve au cachot, etc., jugement, tribunal, etc., etc. Donc, nous comprenons que cette situation ne peut pas durer. Cette situation ne peut pas durer. Il faut sortir la Martinique de cette situation, de cette gangrène, de cette situation qui nous emmène au chaos. Et voilà la stratégie d'Alfred Marie-Jeanne, détruire. Et il parle de liberté. Quelle liberté? Quand un homme est chef de parti, on le voit toujours avec un micro debout, qui parle à des bénis oui-oui qui sont assis, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat contradictoire. Il parle de liberté. Il a le culot de parler de liberté, comme si Pétain avait, comment dirais-je, le culot de parler de liberté, alors qu'il trahissait les objectifs du peuple français et il a fallu un De Gaulle colonialiste, bien sûr, pour le faire sortir dans une phase de résistance. Donc, il faudra qu'au sein du système marie-jeanniste, il y ait des gens assez braves, assez courageux, assez objectifs pour, comment dirais-je, dire haut et fort à Alfred Marie-Jeanne, beaucoup plus que ceux qui ont fait scission, en face à face ce qu'il est. Il faut pouvoir dire, et c'est une façon c'est-à-dire il faut que ceux qui sont autour d'Alfred Marie-Jeanne, parmi certains se transforment en psychologues politiques pour dire à Alfred Marie-Jeanne, assez, tu en as assez dit, tu en as assez fait, on a marre de toi, tu n'es pas un messie, etc. Tu dois partir exactement comme on a dit à Ben Ali, comme on a dit à Moubarak et comme on dit toujours, parce que Marie-Jeanne, il persiste et signe en disant qu'il fera une liste. Et tous ces arguments, tous ces éléments conflictuels qu'il met sur la table, qu'il fabrique, c'est pour justifier son maintien dans la logique de politiciens parasitaires qui ne produit rien pour la Martinique et, contrairement à la majorité des Martiniquais qui travaillent, et qui tout simplement veut jouer un rôle de faux chef en attendant les allocations de l'impérialisme, du colonialisme, d'une France contrôlée elle-même par les Rothschild. Donc, il faut arrêter. Il faut que Alfred Marie-Jeanne arrête son délire et que la Martinique ne peut pas avancer dans cette condition parce que il n'y a pas un bouleversement des structures d'exploitation, des rapports de la logique oppresseur-opprimé, dominant-dominé, il n'y a pas une redistribution des richesses et de plus en plus la Martinique s'enfonce dans une occupation
où les Martiniquais n'ont même pas le privilège de créer un commerce au Terre-Saint-Ville. Au Terre-Saint-Ville ou au centre-ville, eh bien, c'est, comment dire, le système colonial en corrélation avec leur substitut Alfred Marie-Jeanne qui organise la dégradation et la destruction de notre pays. Donc, si nous étions dans un pays de responsabilité, il y aurait un coup d'État, soit de la police ou soit de l'armée contre Alfred Marie-Jeanne. Et donc, par conséquent, il faudra, dans les conditions actuelles, que les hommes qui sont autour de Alfred Marie-Jeanne se décident de l'évincer. Et c'est le plus grand service qu'ils rendront au peuple martiniquais. Pour que, enfin, ouf, on puisse respirer, que les forces vives puissent se libérer, que le parc à bœufs soit ouvert, que le cheptel, puisque c'est comme ça que Marie-Jeanne fonctionne, puisse vaquer à ses occupations beaucoup plus prospères pour la nation et pour la souveraineté. Donc, nous n'avons pas peur de Alfred Marie-Jeanne parce que nous avons des dossiers, des archives sur lui qui datent de plus de 40 ans. Nous connaissons Alfred Marie-Jeanne. Il y a certains qui le connaissent depuis 19 ans. Nous avons ses courriers. Nous avons ses lettres. Nous avons tout ce qu'il a fait. Et nous savons, nous le gardons parce que si il y a demain un changement en Martinique, nous allons déballer tout ça et ce sera vraiment quelque chose d'effroyable. Nous gardons tout ça. Nous n'avons pas peur de Marie-Jeanne et de ses sbires. Alors que les Antilles sont entrées dans une phase, je veux dire, l'arc antillais est entré dans une phase où on regarde avec les jumelles les dernières colonies. Il y a l'Alba, il y a les forces de l'axe de la résistance et il y a ses représentants dans nos pays qui font le tour d'Haïti, de Guyane, de Guadeloupe et bientôt de la Martinique. Donc, nous n'avons pas peur de ces gens-là. Nous n'avons pas peur de ces gens-là et nous avons des dossiers. Nous avons des dossiers. Et Marie-Jeanne le sait. Nous avons des dossiers depuis 1968-69 qui ne sont pas encore sortis. Et ces dossiers sont en plusieurs photocopies dans les mains de plusieurs Martiniquais. Ça veut dire que si il y a un Martiniquais qui disparaît, ces dossiers sont là et ces dossiers sont aussi en Guadeloupe. Ils sont aussi en France, ils sont en Afrique. Donc, il faut que Marie-Jeanne comprenne qu'il arrête son scénario, qu'il laisse le peuple martiniquais respirer, vivre, se réaliser dans sa dynamique, comment dirais-je, futuriste, et qu'il sorte de nos horizons pour nous permettre de vivre une situation meilleure. Donc, par conséquent, nous en avons ras-le-bol qu'à chaque fois qu'il y a des interprètes qui viennent, ils filment Alfred Marie-Jeanne toujours avec son micro, comme un brigand, c'est-à-dire qui règle ses comptes avec, comment dirais-je, des gens qui sont censés le contrarier. Donc, cette situation est inacceptable et nous prenons la responsabilité en tant que Paul Afro-Erazi de la pensée caribéenne, en même temps correctif indépendantiste, de dire haut et fort qu'il n'y a pas de président en Martinique, il n'y a pas d'État martiniquais, il n'y a pas de souveraineté martiniquaise, il y a une réalité de collaboration et de colonialisme en Martinique. Donc, il faut que Marie-Jeanne nous impose aussi un dictionnaire pétainiste de la collaboration pour donner un autre sens aux mots afin de nous faire rentrer à coups de marteau et de burin dans la cervelle
que la Martinique est un pays qui a un président, que la Martinique a une souveraineté, etc., etc. Et donc, de toute façon, on peut dire que Duvalier a fait beaucoup plus de bien que Marie-Jeanne. Hein? Et donc, Marie-Jeanne est pire, c'est parce que Duvalier était minable, mais dans un pays indépendant, et il avait une manière de mettre dans l'ordre. Hein? C'est un mauvais dictateur, on sait qu'il y a de bons dictateurs, mais Marie-Jeanne, vraiment, il va au-dessous, au niveau -2, au niveau -2 de l'évaluation, en bas du zéro, de l'évaluation d'un homme président d'un pays, etc., etc. Donc, j'ai fait cette intervention sans peur et sans reproche, et j'invite les Martiniquais à visiter un site où nous prenons la défense de Marny, de notre journaliste Aliker, de Loulou Pulvar, de Pierre Davidas, etc., qui ont été assassinés, empoisonnés au polonium. Hein? On dit qu'ils sont morts de ceci et de cela, mais ils ont été empoisonnés au polonium. Et que nous disons que les dossiers de Marie-Jeanne sont là, si c'est Javel, il faut tirer, parce que ces dossiers sont en plusieurs mains. Et nous le sortirons au bon moment, pour qu'il n'y ait aucune équivoque. Donc, arrêtez le délire, arrêtez de diviser la Martinique, arrêtez de s'en prendre aux Martiniquais, hein, arrêtez d'assassiner la conscience patriotique et nationaliste, et il faut en finir. Et je crois que dans notre situation, notre réalité, Marie-Jeanne ne serait plus là à nous asséner ces aberrations, et qu'il y a des gens qui vivent de ça. Parce que les gens qui défendent Alfred Marie-Jeanne sur Internet, qui défendent Alfred Marie-Jeanne, ils sont pires que les collaborateurs de la Gestapo sous l'occupation de Pétain. Et nous avons le droit et le courage de le leur dire. Arrêtez cela, vous n'allez pas nous tourner la tête avec vos inepties pour nous faire régresser encore beaucoup plus bas que nous le sommes déjà. Donc, devant le parterre des responsables internationaux, des responsables caribéens, on a ridiculisé la Martinique sans qu'Alfred Marie-Jeanne, dans son délire infantile, ne comprenne. Mais on sait très bien, toute personne sait que la Martinique, c'est un pays colonisé, c'est un pays à décoloniser, et c'est un pays qui n'a pas de président. OK? Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et nous parlons sans embâche. Nous parlons sans embâche. Nous sommes des gens véridiques. Et, comment dirais-je, l'esprit de nos ancêtres et de la tradition nous impose la vérité. Nous n'avons pas le droit de mentir. Et c'est pour cela que, pour que nos prières puissent accéder à nos ancêtres africains, dont le sang versé est encore fumant dans nos terres caraïbes et doit se transformer en une énergie qui doit libérer nos consciences, libérer nos esprits, nous sommes obligés de dire la vérité. Nous avons un devoir de dire la vérité. Eh bien, chers internautes, bonjour, bonsoir, c'était votre chroniqueur critique Macandal, Paul Lafoué-Razi de la pensée caribéenne, observatoire de la réalité martiniquaise. Voilà l'information que vous nous livrons. Voilà l'information que nous vous livrons. Qu'on prenne que pourra. Merci. Au revoir. À bientôt.